Le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier soir après avoir participé au sommet sur la sécurité maritime au Cameroun. Le chef de l'État invite la communauté internationale à faire preuve de fermeté dans le golfe de Guinée. La synthèse de ce sommet dans votre journal. Ouverture aujourd'hui à Dakar des 6e assises du groupe focal Afrique de l'Ouest. Occasion pour le Fonds d'entretien routier de partager son expérience en matière de décentralisation et de financement des routes communales. Nelson Mandela, toujours dans un état critique. Madiba est hospitalisé depuis 17 jours à Pretoria. L'Afrique du Sud se recueille. Bienvenue dans cette édition. Il y a eu Conseil des ministres ce matin. La réunion a été présidée par le chef de l'État. Elle a porté sur la vie de la nation. Le chef de l'État qui est rentré hier, il a regagné Abidjan mardi soir après avoir participé au sommet sur la sécurité maritime au Cameroun. À cette occasion, Alassane Ouattara a invité la communauté internationale à faire preuve de fermeté dans le golfe de Guinée. Et il a été annoncé au cours de ce sommet la création d'un organe régional chargé de lutter contre la piraterie maritime. La synthèse de ce sommet avec Jérôme Kofi Abolin. 2 jours de travaux ayant réuni plus de 25 chefs d'État et de gouvernement au rang desquels le président ivoirien Alassane Ouattara dans la capitale camerounaise pour réfléchir sur la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Une rencontre des pays de la CEDEAO, la CEAC et la Commission du Golfe de Guinée visant à déterminer des stratégies en vue de l'éradication totale des actes et activités illicites dans cet espace maritime comme le leur a demandé la résolution 2039 du Conseil de sécurité de l'ONU. L'issue des travaux qui se sont déroulés les 24 et 25 juin 2013 a été marquée par la lecture de la déclaration dite déclaration de Yaoundé et la lecture du communiqué final ainsi que le discours de clôture du président camerounais Paul Biya, l'hôte du sommet. Il est à retenir pour l'essentiel que tous les pays concernés s'engagent ensemble à travailler à la stabilité de la zone par la mobilisation des moyens adéquats susceptibles de mettre fin aux crimes et vols à main armée répétés. Puis, avant de prendre congé de ses hôtes, le président Paul Biya a salué l'esprit constructif et de dialogue qui a prévalu tout au long de la réunion. Il a toutefois invité toutes les parties prenantes à jouer pleinement le rôle qui est le leur dans la mise en œuvre efficace des décisions prises. En marge de la rencontre, les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et camerounais Paul Biya se sont entretenus au cours des échanges le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Jérôme Kofi Abolin, une fois encore sollicité. Les échanges entre le président Paul Biya et le président Alassane Ouattara se sont déroulés au Palais des Congrès qui a abrité le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, CEDEAO et CGG dans la capitale camerounaise. À l'issue de cette audience, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a indiqué avoir parlé avec son hôte de relations bilatérales, mais cela non sans dire un mot sur le sommet sur la sûreté et la sécurité dans le golfe de Guinée, le premier du genre que vient d'accueillir le Cameroun. Vous savez, la Côte d'Ivoire et le Cameroun ont des liens particulièrement étroits. J'ai la grande chance d'avoir été adopté par le président Biya depuis de nombreuses décennies, de par mes précédentes fonctions comme Premier ministre et ensuite au Fonds monétaire international. D'abord, je voudrais le féliciter pour ce sommet qui est important puisqu'il s'agit de la sécurité de nos mers, de nos frontières. Et la première fois que 2 zones régionales donc sont ensemble. Ça fait plus de 25 pays, la CEDEAO 15, la CEAC plus de 10 pays, et pour voir comment organiser notre sécurité ensemble au plan maritime, mais également cela a permis de parler de sécurité en général. Et le sommet s'est très bien passé. Je me réjouis des décisions qui ont été prises, le fait que nous nous donnons une perspective pour que dans 3 ans, nous ayons des décisions contraignantes pour assurer donc la sécurité maritime. Alors nous avons bien évidemment, à l'occasion de l'audience que le président Biya m'a accordée, évoqué les questions bilatérales, donc les excellentes relations entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Nous avons également parlé de la stabilité dans nos pays,
la nécessité d'une plus forte coopération au plan économique et au plan financier, puisque nous partageons la même zone monétaire, même si ce sont deux zones séparées, mais c'est en réalité les mêmes monnaies, la même parité. Nous avons évoqué des questions ayant trait au continent, et donc les grands sujets au plan continental, et bien sûr, nous avons fait un tour d'horizon au plan international. Rappelons donc que c'est après un séjour bien rempli au Cameroun que le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan mardi soir après avoir participé au sommet de Yaoundé consacré à la lutte contre la piraterie. En Côte d'Ivoire, les marins plaident pour l'achat d'une flotte maritime nationale. C'était hier à l'occasion de la Journée mondiale des gens de la mer. Le point avec Francis Boifo. Les gens de mer, ce sont les personnes employées à bord et au service de tout navire de mer, autre qu'un navire de guerre. Ils sont plus d'1 500 000 à travers le monde. En Côte d'Ivoire, l'on en dénombre environ 3 000. Le commerce international est basé à plus de 90% sur le transport maritime. En 2012, il y a eu plus de 21 millions de tonnes qui ont été reçues par le port d'Abidjan. Et nous savons tous que les recettes douanières constituent la grande partie des recettes de la Côte d'Ivoire. La célébration de la Journée nationale des gens de mer, une occasion pour les acteurs de soulever les difficultés auxquelles les marins et les élèves marins sont confrontés. Depuis la disparition de la CITRAM en 1995, l'État n'ayant plus de navires pour employer les marins, il se pose un véritable problème d'insertion de nos jeunes frères qui sortent de l'académie. Nous voudrons vraiment la création d'une flotte marchande nationale pour une meilleure intégration des marins dans le tissu national et aussi international. La tutelle rassure que des dispositions sont prises pour améliorer les conditions de travail des marins. C'est de nos réflexions communes que sortiront les actions de grande envergure au bénéfice de la grande famille des gens de mer. La Journée mondiale des gens de mer a été adoptée en 2010 par l'Organisation maritime internationale, OIT. Elle vise à lutter contre les fléaux susceptibles de menacer la sécurité de la navigation maritime. Et la lutte contre l'exploitation et les pires formes de travail des enfants est engagée. La première dame de Côte d'Ivoire en a fait une priorité. En sa qualité de présidente du Comité national, Dominique Ouattara a lancé le système de suivi et d'observation du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Le point avec Viviane Aimé. Le travail de sensibilisation, de prévention et de remédiation contre l'exploitation et les pires formes de travail des enfants, conduit depuis 2 ans par le Comité interministériel de lutte et le CNS, le Comité national de surveillance, sous la houlette de la première dame Dominique Ouattara, a visiblement donné un coup d'accélérateur à la lutte au plan national contre le travail des enfants et leur exploitation dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire. En témoigne la forte mobilisation qui a été constatée ce mardi après-midi de la part des populations représentées à travers ONG et comités villageois de surveillance présents au lancement du système de suivi et d'observation du travail des enfants en Côte d'Ivoire, en abrégé le SOSTECI. Ce système de collecte d'informations qui va désormais être utilisé au plan national est un système internationalement reconnu qui va bénéficier de l'expertise du BIT, le Bureau international du travail, à travers son bureau Côte d'Ivoire, et qui va bénéficier aussi de l'appui financier des États-Unis et des grands groupes internationaux dans le domaine du négoce du cacao et la fabrication du chocolat. Le président du comité interministériel de lutte, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et la formation professionnelle, Moussa Dosso, qui a fait part de son optimisme à l'assistance, fixe pour l'horizon 2020 l'éradication en Côte d'Ivoire du fléau que constitue l'exploitation et les pires formes de travail des enfants. Le SOSTECI permettra de disposer d'une base de données fiable par la collecte, la gestion et l'analyse régulière des données relatives aux phénomènes en Côte d'Ivoire, de mieux orienter ainsi les actions de prévention et de protection, de faciliter le suivi et évaluation,
de ces actions entreprises. C'est donc le lieu pour moi de remercier toutes les structures et les personnes qui œuvrent à l'éradication du travail des enfants en Côte d'Ivoire, de les exhorter à redoubler d'efforts et à consolider leur collaboration avec le Comité national de surveillance, le CNS, et le Comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, CIM. Je dois dire, Madame la Présidente, qu'à Genève, comme l'a rappelé le représentant pays, notre ami Laplo, mais ce qu'il a omis de dire, c'est qu'il y a quelqu'un ici, un Ivoirien, un partenaire social, en la personne de M. Mangaé, qui a fait notre publicité parce qu'il est allé donc à Genève au BIT, auprès du directeur général du BIT, auprès également de la dame qui gère donc le programme IPEC du BIT concernant justement la question ici dont nous discutons cet après-midi, à parler des efforts du gouvernement. La présidente du comité national de surveillance, la première dame Dominique Ouattara, a félicité et remercié tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire pour leur détermination qui a pour résultat aujourd'hui que les instances internationales saluent les efforts entrepris par la Côte d'Ivoire pour l'élimination du fléau. La première dame leur a demandé de s'approprier ce nouvel outil de travail. Je demande à toutes les structures sociales de base, à la communauté des acteurs associatifs, aux ONG, aux coopératives agricoles de café et cacao, aux professionnels du cacao, ainsi qu'à toutes les structures publiques en charge de la lutte contre le travail des enfants, de s'approprier cet outil essentiel d'alerte, de prévention et de remédiation. C'est par notre action concertée et notre étroite collaboration que le phénomène viendra à disparaître pour le bien-être de nos enfants. Notons que dans sa mise en œuvre, le système de suivi et d'observation du travail des enfants en Côte d'Ivoire va connaître d'abord une phase pilote avant sa phase d'extension à partir de janvier 2015 à tout le territoire national. L'autorité administrative qui va travailler de façon indépendante dans le secteur de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire a été installée. Les 7 membres de cette structure ont prêté serment à la Cour d'appel. La nouvelle autorité pourra désormais être saisie par les citoyens, consommateurs, opérateurs et autres associations en cas de difficulté ou de désaccord. Lassina Ouattara. Main droite levée et prononçant la formule consacrée devant le président de séance de la Cour d'appel d'Abidjan, Zagbaï Sébastien, les conseillers ont tour à tour pris l'engagement solennel d'exercer leurs fonctions avec probité et dans le respect strict des lois et règlements de la Côte d'Ivoire. Il s'agit du président de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, ARTCI, Fofana Lemansou, suivi de 6 membres. Nous devons rassurer d'abord les opérateurs économiques. Nous devons rassurer ensuite les consommateurs en agissant de sorte à ce qu'ils soient des utilisateurs vertueux des technologies de l'information et de la communication. Nous devons rassurer enfin le gouvernement, les pouvoirs publics, en les accompagnant dans leur programme de développement du secteur des TIC. C'est la première fois dans le secteur des télécommunications que des acteurs sont soumis à la prestation de serment avant leur prise de fonction. D'où la présence de plusieurs personnalités du secteur, mais aussi autorités administratives et politiques à cette audience publique. Toute personne physique ou morale pourra également saisir la RTCI pour les préjudices qu'il aurait subis. Et ça, c'est une innovation également importante parce que la RTCI fera office de juridiction et les membres du conseil de régulation pourront entendre les parties avec l'assistance d'avocats, y compris les associations de consommateurs dans le cadre de la protection des intérêts des consommateurs. L'avocat général ainsi que le bâtonnier de l'ordre des avocats ont recommandé rigueur, probité, indépendance et surtout transparence à ces régulateurs assermentés, nommés certains pour 6 ans, d'autres 3 ans.
Le secteur de la poste en Côte d'Ivoire sera régi par un nouveau code des postes en remplacement de celui de 1976. Le projet de loi a été adopté par la Commission des affaires financières de l'Assemblée nationale hier. Il était présenté par le ministre de la Poste et des TIC, Bruno Nabayé-Koné. Victorine Niaoyobwe pour plus de détails. Il y a quelques années, la transmission du courrier ou du mandat était des activités propres à la Poste. Aujourd'hui, il suffit de se rendre à une gare routière et quelques heures après, le destinataire est en possession de son colis. Mais selon le Code des postes de 1976, qui régit le secteur de la poste en Côte d'Ivoire, ces entreprises de transport font une concurrence déloyale à la Poste qui détient le monopole. L'État de Côte d'Ivoire a constaté cette libéralisation de fait du secteur de la Poste. Il a donc décidé de proposer un nouveau code des postes adapté au contexte. Cette loi, c'est quoi? Cette loi consacre la libéralisation du secteur complètement, donc permet à tous les acteurs de venir à la condition d'avoir une licence, d'avoir une autorisation ou d'exercer une activité dite libre. Le second élément, c'est faire en sorte qu'il y ait des lois, des textes, qu'il y ait un cahier des charges mis à la charge de tous les acteurs dans le secteur, donc que chacun des acteurs sache exactement ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Et tout cela au bénéfice des utilisateurs. Avec ce nouveau code des postes adopté en commission par l'Assemblée nationale, la Poste de Côte d'Ivoire deviendra un opérateur comme tous les autres acteurs du secteur. Et le ministre de la Poste, des technologies de l'information et de la communication pense qu'au lieu de constituer un danger, la fin du monopole de la Poste de Côte d'Ivoire va lui permettre de se faire une nouvelle santé. L'État a mobilisé 7 milliards de francs CFA pour l'organisation des examens à grand tirage. C'est l'information qu'a donnée hier Mme Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, au cours de la visite des centres d'examen du bac. Cette année, 215 369 candidats sont au front depuis hier pour tenter de décrocher le baccalauréat, leur donnant le ticket d'accès aux universités et grandes écoles. Ouverture ce matin à Dakar des 6e assises du groupe focal Afrique de l'Ouest. Ce sera l'occasion pour le Fonds d'entretien routier de partager son expérience en matière de décentralisation et de financement des routes rurales ou communales. Le groupe focal Afrique de l'Ouest est composé d'une dizaine de pays. Hervé Blé. À Dakar, l'occasion est donnée à la Côte d'Ivoire de partager son expérience en matière de financement des études et des travaux d'entretien du réseau routier. À l'honneur aux 6e assises du groupe focal Afrique de l'Ouest, AFERA, le Fonds d'entretien routier, structure ivoirienne. Le FER va à l'occasion communiquer sur sa contribution à la décentralisation et au financement des routes rurales ou communautaires. Une dizaine de pays constituent le groupe focal Afrique de l'Ouest. La rencontre de Dakar est pour eux un cadre d'échange et de partage d'expériences communautaires afin d'aboutir à des solutions d'ensemble durables pour le développement des infrastructures africaines. Au conclave de Dakar, la Côte d'Ivoire est représentée par le directeur général du Fonds d'entretien routier, Siandou Fofana. La rencontre qui s'achève ce 28 juin vise également l'harmonisation des politiques et des stratégies de financement de l'entretien routier en Afrique. Dans le domaine de l'environnement, l'on ne cesse de parler de l'économie verte qui vise à sensibiliser les industriels à être plus performants, plus rentables, tout en préservant l'environnement, était au centre d'un séminaire. Le point avec Thérèse Tapé-Yobwe. Économie verte, une nouvelle solution pour les entreprises éco-responsables. C'est le thème de cette formation qui s'inscrit dans la dynamique de sensibilisation des opérateurs économiques nationaux et internationaux du secteur industriel sur la nécessité de s'approprier le concept d'économie verte. L'économie verte, pour les organisateurs, est la seule piste de salut pour sortir les entreprises ivoiriennes de leur léthargie, mais également améliorer le bien-être humain. Nous avons décidé de promouvoir cette sensibilisation auprès des entreprises industrielles de San Pedro afin de les amener à prendre conscience du fait qu'elles regorgent de ressources qu'elles pourraient exploiter de telle sorte qu'on pourrait de plus en plus les voir comme des entreprises qui sont soucieuses
de la préservation de l'environnement, mais aussi la sauvegarde des espèces humaines. Les avantages sont légion. Dans un premier temps, s'engager dans l'économie verte, s'investir dans les filières vertes va entraîner des gains de productivité, aussi bien au niveau du facteur travail que du facteur capital. Les experts du SIAPOL, de l'Agence nationale de développement de l'environnement et la direction de l'économie verte ont exhorté à cette occasion les industriels à approcher leurs services afin de s'imprégner du cadre juridique et institutionnel qui feront de leurs entreprises des entreprises éco-responsables. Et depuis quelques jours, les entreprises européennes sont informées sur les opportunités d'investissement dans les secteurs de l'eau et de l'énergie. Le forum se tient ici en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour le pays de créer les conditions favorables de partenariat gagnant-gagnant. Herman Yamien. Il faut un investissement de 645 milliards de francs CFA d'ici à 2015 à la Côte d'Ivoire pour atteindre les objectifs du millénaire en matière d'eau potable et environ 9 500 milliards de francs CFA sur la période 2012-2030 pour satisfaire la demande nationale et sous-régionale en énergie. Ces informations sont du ministre des Infrastructures économiques et de Noël Guetta, représentant le ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole, à l'ouverture de la 4e édition du Forum sur l'eau et l'énergie, dénommé Forum Eurafrique. Selon le ministre Patrick Hachi, malgré l'impact négatif des 10 années de crise sur les performances de ces secteurs, de nombreux efforts ont été faits pour soulager les populations. La 4e édition du Forum Eurafrique qui se tient à Abidjan est donc une occasion offerte aux entreprises européennes de saisir les opportunités d'investissement dans le secteur de l'eau et de l'énergie en Côte d'Ivoire. C'est aussi une opportunité pour les PME nationales de nouer des contacts gagnant-gagnant avec les entreprises européennes. Parce qu'il est prévu à ce forum des tables rondes, des rencontres B2B, des ateliers sur des thématiques précises sur le financement de l'énergie et de l'eau en Afrique. Pour cette 4e édition du Forum Eurafrique, l'accent est mis sur le développement des énergies renouvelables, toute chose qui devrait permettre à de nombreux pays d'Afrique, et plus particulièrement à la Côte d'Ivoire, de soutenir sa croissance économique. Il existe une bibliothèque électronique d'une collection de 110 millions de documents et plusieurs milliers d'articles et de publications scientifiques. Pour une meilleure utilisation de cet outil, les acteurs de la santé, de l'agriculture et des universités sont formés afin qu'ils s'en inspirent pour développer leurs activités. Le séminaire de formation est assuré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. La basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro a été cambriolée le week-end dernier. Les bandits ont emporté plusieurs objets de piété. 4 ex-agents de la basilique suspectés ont été mis aux arrêts. Le constat de Kwadjo Kwame. Dans la nuit du samedi 22 juin à dimanche 23 juin 2013, la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro a été visitée par une bande armée. Ces individus, sans foi ni loi, et sans vergogne, après avoir ligoté les vigiles, ont fait main basse sur de l'unule avec le Saint-Sacrement et 7 couvercles de ciboire, ainsi que l'encensoir papal avec la mavette, sans oublier certains objets dorés qu'ils ont confondus à de l'or. Informés, les autorités policières, en 24 heures, ont mis le grappin sur 4 suspects, des anciens agents de la basilique de Yamoussoukro. Ils sont passés par un tunnel reliant la salle de machines à la salle de la messe, un lieu qu'ils connaissent parfaitement. Le commissaire Sanogo Ismaël, préfet de police de la région des Lacs, invite les populations à toujours collaborer avec leurs forces de l'ordre. Nous allons présenter toutes nos excuses pour cette profanation à tout le clergé. Nous allons demander à la population de continuer dans cette collaboration pour une meilleure sécurisation de la ville de Yamoussoukro. Qu'ils aient confiance en nous et on fera tout pour éviter que de tels événements arrivent. Suite à ce vol, un comité de crise a été mis sur pied pour prendre à bras le corps le problème de l'insécurité grandissante à Yamoussoukro, d'où l'appel du gouverneur du district. Des moyens humains doivent être donnés à nos forces de police de façon générale. Des moyens matériels doivent être donnés aussi. Nous sommes prêts à les apporter et nous allons retourner vers nos tutelles pour essayer d'avoir des moyens supplémentaires. Le maire de Yamoussoukro, Kwaku Nyalangboja, informé,
a effectué une visite pour apporter le réconfort de la municipalité au recteur. La municipalité est venue dire sa compassion à monsieur le recteur. C'est une indignation qu'un lieu de prière soit profané de cette manière. Le recteur de la basilique a annoncé que la profanation de la basilique Notre-Dame de Yamoussoukro n'a pu stopper les activités qui s'y déroulent. Hier, nous avons célébré la messe et les visites à partir de midi, dimanche, ont repris. Nous avons constaté une grande influence des touristes. Pour l'heure, les 4 malfrats suspectés ont été écroués à la maison d'arrêt et de correction de Toumoudi. Difficile de défier Dieu. Les militaires maliens et rebelles préparent le retour de l'armée à Kidal. Ce retour est imminent. Les préparatifs vont bon train à quelques jours de la présidentielle et c'est en juillet. Regardez. C'est la première visite de la commission mixte de sécurité à Kidal, dans le Nord Mali. Elle était prévue par les accords préliminaires signés au Burkina Faso le 18 juin dernier. Membres de cette commission, des militaires maliens, des responsables des 2 mouvements Touareg, MNLA et HCUA, appuyés par des représentants de la MISMA, de la Force française Serval et de l'Union africaine. Ils sont tous à Kidal pour discuter des modalités de cantonnement des combattants du MNLA, du déploiement de l'armée malienne et du retour de l'administration civile. Nous sommes venus échanger avec les groupes signataires, avec nos partenaires de la MISMA, MINISMA et de l'opération Serval, pour voir dans quelle mesure on peut avancer sur le choix des sites de cantonnement, commencer le processus de cantonnement, puisque la MISMA a commencé à se déployer, pour que dans les brefs délais, les forces armées, au moins les premiers éléments quand même, puissent se déployer à Kidal. Visite de courtoisie aux notables de Kidal, en particulier au patriarche, mais très vite, les membres de la délégation sont entrés dans le vif du sujet. Le temps presse, ils doivent tout mettre en œuvre pour que tout se passe avant l'élection présidentielle prévue le 28 juillet prochain. La commission a visité les futurs sites. Outre le cantonnement des combattants Touareg et l'installation de soldats de l'armée malienne, il faudra aussi loger la future force de la mission des Nations Unies au Mali. L'Afrique du Sud s'attend au décès imminent de Mandela, hospitalisé à 94 ans dans un état critique. Le pays prie désormais pour qu'il ait une fin paisible et parfaite. L'état de Nelson Mandela s'est aggravé ce week-end et est depuis décrit comme critique. Il avait été admis en urgence le 8 juin après une récidive de l'infection pulmonaire qui le tourmente depuis 2 ans et demi. Et l'ombre de Mandela plane sur le voyage d'Obama. Le président américain s'envole pour l'Afrique. Une tournée qui débute par le Sénégal. Barack Obama visitera la maison des esclaves de Gorée. Gorée partagée entre fierté et appréhension avant la visite du numéro 1 américain. Regardez. Gorée est déjà sous haute surveillance. L'île située au large de Dakar doit accueillir jeudi le président américain qui entame sa tournée africaine par le Sénégal. Cependant, sur l'île, cette visite suscite beaucoup de réserves au sein de la population. En effet, le passage du président George Bush ici en 2003 n'a pas laissé que de bons souvenirs. Les habitants avaient été tirés de leur sommeil et parqués sur un terrain de football jusqu'au départ du président américain de l'époque. Je ne suis pas content de la visite d'Obama parce que si son arrivée doit créer toute cette tension sur l'île, ce n'est pas la peine de venir. Si j'étais à la place des Goréens, j'aurais ignoré complètement son arrivée pour montrer aux Américains que ce qu'ils font aux Goréens lors de ce genre de visite, ce n'est pas joli et c'est injuste. L'esclavage a duré 3 siècles et demi sur cette île. Nous vivons dans des bâtiments qui résonnent toujours du son de l'esclavage, donc tout ce qui nous rappelle cette époque nous met mal à l'aise. Certains habitants de Gorée envisageraient d'ailleurs de quitter l'île le temps de la visite d'Obama. Le maire de Gorée est monté au créneau pour rassurer ses administrés. Ce qui est important à retenir, qui a été clairement précisé par donc les autorités américaines, c'est qu'ils souhaitent une visite plus soft, plus cool, comparé à ce qui s'est passé il y a quelques années et qui a dû traumatiser particulièrement les Goréens qui ont eu le sentiment de retourner à la situation antérieure d'esclavage puisqu'ils avaient été parqués, qu'ils n'avaient pas pu, pour certains, accéder à leur maison ou bien circuler librement.
Sur l'île de Gorée, il y a un lieu symbolique qui retiendra toute l'attention lors de la visite du premier président noir américain, la Maison des Esclaves. Barack Obama y rendra un hommage aux enfants d'Afrique qui ont emprunté la porte du non-retour lors de la traite négrière. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité.